Monsieur Communot. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je ferai les commentaires généraux et les commentaires sur l'évaluation des lycées, et Pierre Mériot fera la présentation de l'évaluation des TER. Donc, nous avons contribué à relancer le processus d'évaluation au début de mandat. C'était en mai 2010, et nous sommes globalement satisfaits. Aujourd'hui, le système fonctionne. Le travail des services, comme celui des prestataires extérieurs, a été pertinent. Et il faut d'autant plus souligner que les conditions financières de cette équipe, qui est petite, sont limitées. Je vais parler de deux sujets. L'évaluation est un outil pour les élus à condition qu'ils y participent. Et je crois que les bancs sont un peu plus clairsemés maintenant, et que l'évaluation est vraiment, pour un élu, le côté noble de son activité politique, puisqu'il va pouvoir, à partir des objectifs fixés, s'adapter aux évolutions de la société. La réalité, ce n'est pas tout à fait celle-là, puisque c'est plutôt des élus qui s'impliquent peu dans le système d'évaluation, on l'avait déjà dit, et on a pu le constater ces 2 dernières années. Certes, lorsqu'on annonce que l'objectif prioritaire est l'emploi et que malgré des centaines de millions de dépenses, l'emploi diminue au lieu d'augmenter, c'est sûr qu'il est difficile de parler d'efficacité ou d'efficience des politiques publiques. Mais malgré tout, l'outil est important. Deuxièmement, le délibératif. Le délibératif, nous avions mis en place la possibilité de saisir le CSDEP par le délibératif par un cinquième des élus de l'Assemblée, soit 32 conseillers. Ça n'a pas été utilisé, c'est un petit peu dommage. Les commissions interviennent et fixent les questions et suivent le travail, et je pense que ça a bien fonctionné, au contraire. Et l'Assemblée vote le programme d'évaluation. Bon, une seule petite chose, je voudrais renouveler notre proposition, qui était en 2010, que le responsable des évaluations soit élu par l'Assemblée et non désigné par le Président. Ça n'a pas été le cas, mais je pense que concernant la Commission des finances à l'Assemblée ou la Cour des comptes, on a vu que l'opposition pouvait aussi avoir son mot à jouer dans ce contexte-là. Bon, le travail ne s'arrête pas au résultat des évaluations, il faut en tirer les conclusions et c'est là qu'il commence au niveau des commissions en particulier. Alors maintenant, après l'évaluation des lycées et des TER, 2 compétences obligatoires de la région, quelles évaluations faudrait-il lancer pour la fin du mandat en particulier? Et nous avons 3 propositions à faire. La première, elle a déjà été discutée, c'est l'évaluation de la politique culturelle. Je pense que c'est un sujet peut-être financièrement moins important, mais qui est toujours utile. Deuxième piste d'évaluation, il semble certain que les régions vont voir leur rôle accru, ça vient d'être dit, en matière économique, dans la répartition des crédits européens, mais aussi dans l'innovation et les PME. Et nous semble qu'il y a des évaluations en cours, comme l'évaluation de l'effet emploi sur les mesures régionales, mais pour l'instant, ça n'est pas abouti. Et vous-même, Monsieur le Président, vous avez été chargé d'une mission d'évaluation des aides aux entreprises au niveau national afin d'y voir plus clair dans les 7500 types d'aides aux entreprises existant dans le pays. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par Rhône-Alpes, d'autant plus que nous avons, en 2010, voté à notre demande 2 amendements, un sur le SRESRI, c'est-à-dire sur la politique, le schéma directeur concernant l'enseignement supérieur et la recherche, et sur le SRDUI pour l'économie, qui prévoyait expressément que nous lancions ces évaluations. Et cela sera très utile à la décision dans un secteur qui va devenir majeur pour la région, budgétairement et stratégiquement. Et je pense que cette proposition est tout à fait dans la lignée de ce que Didier Jouve nous a dit ce matin concernant les besoins dans ce domaine. Et puis une troisième piste d'évaluation, je vais prendre les gros projets, et le plus gros des projets qui est soutenu par la région, pour lequel la région a déjà engagé plus de 120 millions d'euros, et pour lequel, on l'a dit plusieurs reprises ce matin budgétairement, pour lequel les prévisions d'engagement financier sont d'environ 800 ou 900 millions d'euros. Je veux bien sûr parler du Lyon-Turin, et je fais référence ici aussi aux propos du Césaire ce matin. Les données concernant ce sujet ont terriblement évolué depuis 20 ans. Le rapport coût-utilité publique régional pour ce dossier s'est largement inversé aujourd'hui. Et une évaluation ex ante pour un projet de cette taille nous paraît indispensable pour vérifier sa pertinence comme celle des solutions existantes. Voilà donc 3 sujets de réflexion, gros sujets. Je pense qu'on a abordé des compétences, jusqu'à présent des compétences obligatoires de la région. Le Lyon-Turin n'est pas une compétence obligatoire. Par contre, la partie économique est essentielle et très importante. Donc,
Concernant maintenant l'évaluation des lycées, je m'arrêterai là pour les remarques générales. Concernant l'évaluation des lycées, donc on peut dire là qu'une appréciation globalement positive du travail qui a été effectué. Toutes les orientations assez écologiques données à la politique de la région sont appréciées. Le volontarisme reconnu pour la maîtrise de l'énergie, les projets éducatifs, les lycées éco-responsables, les nouvelles normes pour les bâtiments. Et cette politique est globalement confortée, même si beaucoup d'améliorations sont encore nécessaires. Elles ont été soulignées ce matin aussi. Cependant, ont été pointées, je vais en pointer 3 ou 4, les inégalités persistantes quand même quant à l'accessibilité aux filières en fonction de leur habitation par les élèves, d'où des coûts différents pour les familles, des transports, hébergements, restauration, et puis quant à un accès à l'orientation, une orientation à repenser, dit le rapport, alors qu'on pourrait toucher davantage de jeunes. Or, l'essentiel des moyens a été porté, et là je vais repointer un autre sujet, était reporté sur une opération qui coûte quand même 11 millions d'euros sur la durée du mandat, c'est le mondial des métiers, et la répartition pour 4 jours par an, et c'est un pointage que la commission, enfin le rapport fait. Et d'autant plus que la compétence orientation va être sans doute peut-être une compétence supplémentaire de la région. Le fort besoin d'accompagnement, c'est le deuxième point que je voudrais pointer. La région est très administrative, tout le monde le reconnaît. Elle s'adresse donc plus naturellement aux administratifs des lycées, aux gestionnaires. Elle a le mérite de lancer de bons dispositifs, mais dans le rôle de coéducation, elle a du mal à mobiliser les équipes pédagogiques. C'est un point qu'on a remarqué. Et le besoin d'accompagnement pour la pérennisation de tout ce qui a été engagé existe. Restauration, bio, déchets, économie d'énergie, éco-responsabilité. Quant à la participation des lycéens, elle a été assez faible, mais les préconisations du rapport ont déjà été anticipées puisqu'on a travaillé sur 10 lycées CFA. Et puis le parc immobilier, puisque c'est une compétence des lycées, les constructions ont été rénovées, mais il y a eu beaucoup d'erreurs de conception qui sont lourdes de conséquences. Et je pense qu'il faut maintenant rééquilibrer, on l'a dit ce matin dans le budget, rééquilibrer les aspects d'investissement par rapport au fonctionnement. Le fonctionnement est sous-doté concernant notamment les personnels de maintenance informatique, thermiciens, formation de référents en énergie et régime indemnitaire des agents. On a travaillé sur ce sujet, mais il y a encore beaucoup à faire et il y aura un rééquilibrage à faire. Et puis pour le lycée de demain, donc il y a eu 3 axes qui ont été retenus. On peut mixer ces propositions, il faut y travailler, il faut en débattre. Et toutes les propositions du rapport, c'est ce que nous saurons en faire, nous élus. Et en conclusion, une conclusion risque d'être trop réductrice par rapport à tout le travail qui a été fait sur cette évaluation. Le bâti, la région a su faire mieux que l'État, mais il reste l'entretien, je l'ai déjà dit. Trouver des moyens d'aider à la reconnaissance des équipes pédagogiques, c'est le deuxième sujet qu'il faut travailler. Faire jouer les complémentarités, les interdépendances avec les familles, l'éducation nationale, les personnels et le CA de lycée. Et c'est à l'aune de ces conclusions, des conclusions de cette évaluation et des propositions, mais aussi des compétences qui vont être données aux régions dans ce domaine qu'il faudra fixer les nouvelles orientations. Et je passe la parole à Pierre Mériot pour la partie des TER. Alors, Monsieur Mériot, pour compléter, essayez de rester dans les temps. Oui, je vais essayer d'accélérer. Nous nous félicitons de l'évaluation approfondie des TER, la précédente remontant à 1999. Voilà un rapport de grande qualité, pédagogique, donc utile pour une politique qui se trouve un peu à la croisée des chemins. Que retenir de ce travail ? Pour nous, le TER est une politique majeure pour les usagers qui ont une offre désormais efficace et alternative à la voiture. C'est une politique sociale car le train, surtout pour les abonnés, coûte moins cher que la voiture. C'est une politique efficace en termes de santé, de sécurité et d'environnement. Avec plus de 50% de fréquentation depuis 2002 pour 37% d'offres supplémentaires, Rhône-Alpes peut s'honorer de chiffres flatteurs. Mais est-ce suffisant pour crier victoire ? Non, car d'une part, le monde a changé depuis 2002. Nul ne peut nier la réalité de la crise systémique, de l'épuisement d'un modèle de société qui saccage la planète et appauvrit la majorité de ses habitants. Il y a donc urgence à accélérer la transition énergétique et à renforcer notre soutien au transport collectif efficace. D'autre part, cette évaluation pointe des lacunes, malgré la réussite globale du cadencement. Nous notons avec satisfaction que la vice-présidente au transport fait sien l'essentiel des constats dans la rédaction de son rapport, dans sa réaction au rapport d'évaluation. Mais nous souhaitons insister sur quelques points saillants qui sont autant de priorités d'action pour l'avenir. D'abord, le report modal est insuffisant pour les liaisons entre les pôles secondaires. Ensuite, notre communication sur les offres tarifaires vers les usagers occasionnels est médiocre. Ces usagers doivent devenir notre priorité, car ils peuvent remplir les trains en heures creuses en augmentant les recettes.
Seuls 4% des Rhône-Alpins disposent d'une carte Oura. Elle devrait être distribuée systématiquement, à commencer par les élus régionaux qui devraient tous en avoir une. La fiabilité n'est que de 85-88%. C'est là le principal obstacle au report modal. Derrière cette question de la fiabilité se profile tout le reste. L'opacité du système SNCF et la difficulté de faire respecter les 92% prévus dans la Convention, sauf à faire un tour de passe-passe comme en 2011, en reversant à la SNCF les 3 millions de pénalités dues après l'année noire 2010. Nous sommes incapables de faire respecter par la SNCF une qualité de service, incluant notamment la présence humaine dans les gares et à bord des trains. Nous payons la prestation, mais la SNCF, obsédée par une gestion de type RGPP, continue de supprimer massivement des emplois. Nous le disons, comme en septembre 2011. Il est impossible de supprimer 15% des emplois en 4 ans, 2250 emplois, alors que l'offre se développe fortement, le tout en prétendant que cela n'impacte pas la fiabilité globale du service et l'information des usagers. Or, au niveau national, M. Pépi vient d'annoncer encore 750 suppressions d'emplois d'ici la fin de l'année, contrairement à ce qu'il avait dit il y a 6 mois. Faut-il comprendre qu'il y aura moins 75 emplois en Rhône-Alpes? Combien de guichets? Combien d'heures de maintenance préventive en moins? On ne pourra pas respecter notre schéma régional sans inverser cette tendance. L'exploitant qui conventionne aujourd'hui avec les régions doit donner des preuves aux élus et aux usagers qu'il s'organise pour respecter les politiques que nous lui fixons. Nous devons aussi regarder l'échec relatif de l'intermodalité pour les non-navetteurs. Il n'y a pas là de surprise vu la carence de coopération institutionnelle entre les AOT, sujet à retravailler dans le cadre, on l'espère, d'une vraie décentralisation, un acte 3, reconnaissant un rôle de chef de file aux régions. En attendant, notre groupe défend l'idée d'un système d'information multimodal ou d'une centrale de mobilité à l'échelle régionale. Enfin, nous devons tirer en interne toutes les conclusions utiles de la réponse à la question 4 de l'évaluation. Dans quelle mesure l'organisation interne de Rhône-Alpes permet d'exploiter toutes les marges de manœuvre pour exercer nos compétences d'AOT? Je renvoie à la page 9 du rapport de synthèse et je vais un peu plus loin en citant le rapport complet, point 5.3, dit 3 choses très claires, très simples. Le processus de décision interne est mal connu, y compris par les services eux-mêmes. Il n'est également pas stable. Les relations entre élus, vice-présidents et conseillers régionaux référents et services sont relativement limitées, sauf préparation des comités de ligne. Les élus référents ne sont pas toujours suffisamment au fait de ce qui constitue la politique régionale. Ce constat est lucide, cruel, nous le partageons. En filigrane se pose la question, qui n'est pas propre au transport, de la centralisation excessive de nos processus de décision. Les choses se sont améliorées depuis 2012 et l'arrivée d'Hélène Giraud. Mais nous pensons que l'on peut mieux faire en partageant l'information, en débattant plus en amont, en déléguant, en simplifiant les structures. Construisant une doctrine d'action régionale avec un nouveau modus vivendi entre élus et services. Affirmons la région comme autorité organisatrice par un renforcement de ses sources de données, de ses capacités de contrôle et d'expertise indépendantes, ce qui suppose de muscler nos services, notamment dans la future convention TER. Voilà des chantiers de réorganisation interne pour être plus efficaces. Comment comptez-vous procéder, Madame la Vice-présidente, pour répondre à ces préconisations de l'évaluation? Sur le fond de la politique TER, nous devons mieux décliner la politique régionale de report modal. En tenant compte des enseignements des comparaisons internationales faites dans cette évaluation, nous sommes prêts à discuter des critères permettant de l'atteindre au mieux, y compris en sortant de l'alternative simpliste, car ou train, proposée systématiquement par la SNCF actuellement, alors que des marges ne sont pas actionnées pour remplir nos TER. Fixons un objectif sur la fiabilité de l'offre et vérifions-le de façon indépendante. Refondons le système de bonus-malus en distinguant des objectifs de qualité de service que la SNCF doit pouvoir maîtriser totalement, critères que nous vérifierons de façon indépendante, et un objectif de fiabilité ouvrant au contraire droit à une gratification incitative en cas de dépassement des seuils prévus. Nous ne sommes pas des intégristes du rail, à opposer par facilité à ceux de la voiture, siégeant généralement à la droite de notre Assemblée. Par contre, nous sommes partisans des solutions rationnelles, multimodales, favorisant les transports les plus économes et efficaces, répondant aux besoins de mobilité de tous sans démolir la planète, ni interdire aux générations futures de se déplacer. Et cela, les partenaires de la majorité l'ont écrit ensemble en 2010. Voilà pourquoi les résultats de cette évaluation doivent guider nos réflexions pour la future convention TER. Nous souhaitons que la préparation démarre dès maintenant pour fixer ensemble ce nouveau cap. Merci. Merci. Nous passons au